C'est midi 15 pétante. On va donc débuter notre table ronde parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire et le timing va être serré parce que je pense que toutes on aurait pu vous parler de cette thématique une journée entière. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie d'animer cette table ronde aujourd'hui sur un sujet qui me tient vraiment à cœur, à savoir la place des femmes dans la filière vigne et vin. Le site EVI axe sa communication sur les innovations, sur les tendances et sur les perspectives de notre filière. Alors toutes ensemble, on s'est posé la question de la place des femmes. Est-ce qu'elles sont tendances dans la filière vigne et vin? Il y a toujours eu des femmes dans le milieu du vin, mais elles ont souvent été reléguées à des tâches peu visibles, pas forcément les plus intéressantes. Leur représentation a été longtemps non paritaire au sein de tous les métiers. Et elles ont parfois rencontré des difficultés à se faire respecter et à faire respecter leurs compétences. Donc là, on va se demander, à l'aube de l'année 2020, est-ce que les femmes sont tendances dans la filière vigne et vin? Pour répondre à ces questions, j'ai souhaité réunir des femmes qui exercent différents métiers dans la filière pour l'appréhender dans toute sa diversité. Alors moi, je baigne moi-même dans la filière vigne et vin, parce que je suis née dans une cave coopérative du sud de la France. Aujourd'hui, je fais du vin au domaine de la Vivarelle et je parle du vin sur mon blog La Winista et je suis membre d'une association Women do Wine qui met en avant les femmes de la filière vigne et vin. C'est une association internationale qui regroupe 470 adhérentes. Donc avec moi aujourd'hui, alors Émilie Faucheron, bonjour. Bonjour. Alors, qui est viticultrice au domaine de la Grande Canade à Montady, qui cultive 60 hectares en bio, qui est coopératrice au vigneron dans ses runes. Et Émilie a une double casquette parce qu'elle passe de son volant, de son tracteur Fendt à derrière la caméra, parce qu'elle anime aussi une chaîne YouTube appelée La Vitibio d'Émilie et Benjamin. Guylaine Royer, une grande oenologue, je suis ravie qu'elle soit là avec nous. Elle a eu le courage de faire partie des premières femmes œnologues et je pense qu'elle a inspiré, elle a encouragé beaucoup de femmes à se lancer dans ce métier. Elle a eu diverses professions dans la filière, notamment œnologue conseil et aussi intervenante pour la formation du DNO. Agnès Boeuf, qui est consultante en marketing et communication au sein d'AOC Conseil. Voilà, donc qui aide différentes personnes du secteur d'activité, que ce soit des domaines, des caves coopératives, des syndicats, qui les conseillent au niveau du marketing et de la communication. Plus largement, sur la stratégie globale de l'entreprise. Et Marion Ivaldi, bonjour, qui est rédactrice en chef de Vitisphère, qui est le site leader aujourd'hui en termes d'information et de mise en relation pour la filière. On va attaquer le vif du sujet. Le premier thème, les femmes sont-elles aujourd'hui plus représentées dans les métiers de la vigne et du vin? C'est-à-dire, est-ce que la parité homme-femme est d'actualité dans tous les métiers de la vigne et du vin? Alors, Émilie, donc vous êtes adhérente à la cave coopérative des vignerons dans ses runes, qui a une directrice à sa tête, donc Nathalie Boigeau. Mais est-ce que la parité coopératrice-coopérateur est respectée? Et est-ce qu'il y a beaucoup de coopératrices dans les conseils d'administration? Alors, non, c'est pas du tout respecté, effectivement. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, même si on commence à arriver de plus en plus. On commence à être aussi des chefs d'entreprise aussi, parce que jusqu'à présent, c'était plutôt les maris et les femmes qui s'occupaient de l'administratif, comme tu disais, tâches ingrates. Là, maintenant, on commence à gérer des exploitations. Bon, la preuve, c'est moi qui suis la chef d'entreprise. Et ensuite, au conseil d'administration, il y a à peu près une trentaine d'administrateurs et on est 3 femmes. Voilà. Donc pour l'instant, dans la parité, il n'y est toujours pas, quoi. Et tu as été avant commercial dans la distribution agricole, sur les engrais et les produits phyto aussi. Donc est-ce que dans ce métier-là, il y a beaucoup de femmes à ces postes-là? Non, pas du tout. Par exemple, la société où j'étais, où je vendais des engrais, sur les réunions commerciales, il y avait à peu près 90 commerciaux, j'étais la seule femme. Et quand je suis partie, je n'ai pas été remplacée, il n'y a toujours pas de femmes. Peut-être qu'il y en a un petit peu plus au niveau du conseil, au niveau de la protection du vignoble.
Oui, par contre, quand j'étais dans la distribution, là, par contre, on était beaucoup plus nombreuses. Effectivement, alors au début, c'était un peu dur à mettre en place, mais comme j'expliquais une fois à Audrey, les viticulteurs, quand ils ont pris l'habitude de nous voir sur les exploitations, par contre, ça se passe beaucoup mieux, le contact entre eux et nous, parce qu'il n'y a pas peut-être ce rapport de force qu'il peut y avoir entre les hommes. Là, effectivement, ça se passait beaucoup mieux, où dès le moment où j'avais pris la confiance du viticulteur, là, après, j'étais tranquille, il suivait tous mes conseils, quoi. D'accord, donc on va suivre un peu le procédé d'élaboration du vin. On va passer de la vigne à la cave avec Guylaine. Guylaine, est-ce qu'on est à la parité aujourd'hui dans les promotions pour obtenir le diplôme d'œnologue? On pourrait penser effectivement qu'on est la parité dans les promos. Je voudrais tout simplement dire que quand j'ai commencé en 1974, nous étions 5 élèves en DNO, et 20 filles et 25 garçons. Ensuite, j'ai enseigné à la faculté de pharmacie aux futurs œnologues et j'ai vu les promos changer. Et de plus en plus de filles étaient présentes au niveau du diplôme et on arrivait pratiquement à une équivalence. Je pense que ça a été dû d'une part à la visibilité du diplôme d'œnologue qui n'était pas connu il y a quelques années, qui est devenu beaucoup plus, je vais dire populaire, mais c'est pas négatif, c'est beaucoup plus répandu au niveau connaissance. Et puis ensuite, c'est dû aussi, je pense beaucoup, aux sélections qui ont été faites au centre d'enseignement qui ont accepté, je vais le dire, parce que ça a presque été une contrainte, d'inscrire des filles au diplôme d'œnologue. Parce que sur une centaine de demandes, quand vous avez 70% de garçons qui font une demande pour faire le diplôme d'œnologue, les enseignants vont donner une préférence aux hommes parce qu'ils vont estimer que ça fait partie de leur avenir et de leur métier, de leur réussite professionnelle. Alors que pour une femme, c'est pas tout à fait sûr que le diplôme d'œnologue fasse partie de leur avenir. Donc, j'ai pris quelques chiffres justement en ce qui concerne les diplômes qui ont été remis. En 1956, par exemple, il y avait 94% d'hommes pour 6% de femmes. Et en 2015, on était à 68% d'hommes pour 32% femmes. Donc ça, c'est les diplômes remis. Mais effectivement, en cours maintenant, on est à 50-50 à peu près, 50% de filles. Donc Guylaine, les diplômes remis au niveau national. Au niveau national, voilà. Ce qui veut dire encore qu'il y a une dominante masculine. Mais en termes de diplômes, il y a deux évolutions qui ont été en 80 et en 2000, où on voit la tendance un petit peu aller vers les filles. Donc il y a plus de demandes au niveau formation qui sont faites par les filles, et derrière, il y a presque une obligation des centres d'établir cette parité dans l'enseignement. Et du coup, est-ce qu'après cette parité, on la retrouve dans les différents métiers, dans le large panel de métiers que peut exercer un œnologue? Malheureusement, non. Vous connaissez un peu la réponse? Malheureusement, non. Effectivement, il y a quand même une évolution, puisque jusqu'à présent, on va dire que une diplômée œnologue commençait généralement par le laboratoire. Vous êtes une fille, allez, on va vous mettre au laboratoire. Ou bien se retrouver dans des institutions, des centres de recherche. Et c'était beaucoup plus difficile de trouver une œnologue qui soit vraiment responsable au niveau vinification et dans les centres de coopératives notamment, quoi. Mais ça commence à évoluer, c'est vrai. On n'a pas de chiffres malheureusement là pour l'instant. Moi j'ai recueilli le témoignage de Sandrine Garbet, qui est maître de chai au château d'Yquem, et qui me disait qu'il y a 3 maîtres de chai femmes en Sauternais, juste 3, et à peine 50 dans tout le Bordelais. Donc après, c'est vrai que le Bordelais est un vignoble très traditionnel, où il y a le poids de la famille et des conventions. C'est peut-être un peu plus ouvert dans des vignobles plus accueillants, comme le Languedoc ou le Beaujolais, mais bon, oui. Dans les métiers vraiment techniques,
Ouais, voilà, on n'est pas à la parité. Non, on n'est pas à la parité, pas encore. Mais je pense qu'il y a aussi, de la part des femmes, il y a aussi une volonté de s'investir beaucoup plus justement sur les activités qui étaient réservées aux hommes. Alors que peut-être jusqu'à présent, ça n'a pas toujours été le cas. Mais il y a une volonté à l'heure actuelle d'investir Oui, elles osent plus en fait. Oui, c'est ça, c'est ça. Agnès, donc, dans le métier de consultante, est-ce que les femmes sont bien représentées dans votre métier et aussi au sein de vos différents clients de la filière? D'accord. Alors, au niveau consultant, on n'est pas suffisamment nombreux, je pense, pour pouvoir avoir une réelle étude là-dessus. Mais c'est vrai que je vois au sein de notre réseau, nous n'y sommes pas encore, nous travaillons dessus. Nous augmentons la part féminine, mais nous ne sommes pas encore à la parité. Bientôt. Auprès des clients, je pense que c'est important justement de faire ce zoom. On parlait de l'évolution de ces fonctions féminines, enfin de la femme dans les différentes fonctions dans l'univers du vin, et on voit qu'on est loin de la parité, mais que les choses évoluent. Là où je voulais mettre le doigt sur la notion de gouvernance. Sur la notion de gouvernance, je pense qu'il y a une vraie problématique, il y a un vrai enjeu, il y a une vraie révolution là-dessus qu'on doit prendre en main. Alors, je voulais justement chercher des chiffres pour pouvoir appuyer ce que je voyais tous les jours, hein, que ce soit au niveau des comités de direction dans les entreprises, des directions d'entreprise, que ce soit au niveau des conseils d'administration des caves coopératives, que ce soit dans les syndicats d'appellation, que ce soit chez les fournisseurs de la filière viticole. Et donc j'ai fait une recherche déjà sur Internet. Déjà, j'ai pas trouvé d'études réellement qui globalisent, hein, et qui permettent. J'ai vu à un moment que Vitisphère avait souligné cette problématique, hein, et par rapport à la loi Hamon, cette évolution qu'on devait avoir dans cet univers, mais je n'ai pas trouvé d'études réellement là-dessus. Et donc, du coup, moi, j'ai fait ma propre étude hier un peu pour pouvoir compléter mon propos. J'ai par exemple la cave coopérative, je pense c'est vraiment criant. Et donc, j'ai regardé, alors pas les conseils d'administration, bien sûr, mais la présidence. Je me suis dit, bon, je vais faire une étude, non pas exhaustive sur le Languedoc-Roussillon, mais je vais prendre quelques appellations comme ça, et je vais faire le tour de l'ensemble des caves coopératives de ces appellations. Donc là, j'ai fait Terrasse du Larzac, Pic Saint-Loup, Saint-Chinian, Pic Poule-Pinet, Faugère, Minervois. Donc ça fait 26 caves coopératives. Là-dessus, nous avons donc 2 femmes présidentes en tout, ce qui fait 8%. J'ai regardé également dans le cadre du cluster auquel j'appartiens, justement les fournisseurs de la filière viticole, Vincéo, hein, qui représente donc les fournisseurs de la filière viticole sur l'Occitanie. J'ai regardé pareil le conseil d'administration. Et nous sommes 3 femmes, donc soit 12%, hein, sur l'ensemble de la population. Donc au niveau de la gouvernance, pour moi, il y a un véritable enjeu. Voilà, nous avons les compétences, nous sommes crédibles. Il faut arriver à avoir une transition, un changement culturel là-dessus. C'est le fameux plafond de verre, c'est ça? Il n'épargne pas la filière vigne-vin, malheureusement. Marion, maintenant, on va aller plus vers la communication, plus vers la presse spécialisée. Quelle est la place des femmes au sein de la presse spécialisée et des critiques vin aussi? Ok, je rebondirai quand même sur la question de la représentation des femmes en cave coopérative. Donc, je vais m'exprimer sur les médias. D'abord, dire qu'il y a 2 types de presse spécialisée vin. Il y a celle qui s'adresse au grand public, type la Revue des vins de France, Terre de Vin. Et il y a la presse spécialisée technique, type la Vigne, Vitisphère. Dans le premier cas, donc la presse grand public vin, la parité n'est absolument pas de mise. Il y a une large représentation des hommes dégustateurs, avec quand même quelques femmes qui ont réussi à se faire un nom et une place. Il faut dire aussi que ce métier est compliqué, que être salarié, journaliste salarié, c'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de journalistes qui en fait le font comme un hobby. Donc c'est vrai que c'est encore plus difficile pour une femme, hein, d'exercer ce métier si ça devient un hobby, en plus des enfants et d'un travail. Voilà, ça c'est la première chose. En presse spécialisée, je dirais qu'on est beaucoup plus nombreuses, voire il y a une dominante féminine.
sur les 4 titres de la presse spécialisée viticole, donc La Vigne, Réussir Vigne, Viti et Vitisphère, il y a 3 femmes rédactrices en chef et un rédacteur en chef. Voilà. Ça fait du bien d'entendre ça. On va continuer un peu sur la presse, parce que là on va parler du deuxième thème, c'est-à-dire la visibilité des femmes dans la filière vigne et vin et les difficultés éventuelles qu'elles peuvent rencontrer. Donc en termes de visibilité, donc les médias voilà, ont une part vraiment à jouer. Marion, est-ce que vous pensez que les vigneronnes, les sommelières sont assez représentées dans la presse aujourd'hui ? Alors, clairement, il y a une évolution. On voit de plus en plus de femmes sur les couvertures des magazines, dans la presse grand public, et là je vais parler de la presse en général. C'est très tendance de mettre des femmes vigneronnes dans des cahiers spéciaux. Voilà. C'est aussi porté par des marques de grande distribution. Je pense à Cdiscount qui a placé sa foire au vin sous le signe des vigneronnes. Donc les produits stars, c'était des vins de femmes, enfin faits par des femmes, pardon. Il y a aussi des interprofessions qui se saisissent du sujet. À Bordeaux, il y a tout un travail de relations presse qui a été fait pour mettre en avant les vigneronnes. L'interprofession du Sud-Ouest aussi fait tout un travail avec très récemment le lancement d'une exposition de photos de femmes vigneronnes. Voilà, donc il y a une vraie évolution. Néanmoins, l'image qu'on montre de ces femmes vigneronnes, c'est toujours une image, je dirais, qui cherche l'esthétique féminine et qui ne pose pas la femme en tant qu'experte technique. Et c'est là où le discours va être difficile en fait à changer, c'est-à-dire montrer une femme qui est aussi une experte. Voilà, ça sera le challenge, je pense, des années qui arrivent. Oui, parce qu'il ne suffit pas de voir une vigneronne bien habillée et bien manucurée devant son pressoir, quoi. Voilà, ça ne reflète pas forcément la réalité. C'est plaisant. Il y a tout l'imaginaire du vin féminin, donc on aura l'occasion d'en reparler après, mais c'est vrai que pour l'instant c'est assez ancré dans les consciences. Quand moi j'échange avec des gens qui connaissent pas forcément le vin, un vin de femme c'est tout de suite un vin léger, sensible, etc. Enfin, il y a certains qualificatifs qui vont venir tout de suite. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. On l'abordera dans le troisième thème. Là, peut-être un peu plus sur vous, votre expérience personnelle. Vous, en tant que femme journaliste, est-ce que ça a été plus difficile de vous faire reconnaître dans votre entreprise et avec vos différents interlocuteurs ? Alors, au niveau des interlocuteurs, j'ai jamais ressenti quoi que ce soit. L'accueil de la profession viticole, que ce soit les politiques, les vignerons, les scientifiques, a toujours été bon et j'ai toujours eu l'aide nécessaire. J'ai jamais ressenti le moindre dédain ou je ne sais quoi. Donc non, moi mon vécu est extrêmement bon. Après, je pense que je vis ce que toutes les femmes vivent dans des sociétés privées, c'est-à-dire savoir faire sa place et savoir avancer dans des réseaux masculins qui sont parfois bien établis. Voilà. C'est-à-dire que c'est peut-être un peu plus difficile de faire sa place quand on est une femme. On a peut-être plus de choses à prouver. On a plus de choses à prouver, on doit être peut-être moins faillible il faut démontrer toujours et affirmer son expertise. Je pense que là-dessus, Guylaine doit avoir des expériences croustillantes à nous raconter, peut-être, en tant qu'œnologue et une des premières femmes œnologues reconnues de la région. C'est pas toujours un privilège d'être la plus âgée. Hein. En tous les cas, oui, il y a des anecdotes qui marquent toute une vie. Par exemple, je sais que quand
Quand j'étais étudiante, nous étions donc 5 filles avec 25 garçons dans la promo. Et j'ai le souvenir qui est resté toute ma vie, qui m'a marqué toute ma vie, d'un professeur, qui était un professeur de viticulture, qui était persuadé que les filles venaient faire cette formation pour épouser un propriétaire foncier, viticole. Donc ça, je l'ai entendu, il me l'a dit carrément. Il m'a demandé ce que je faisais là et si je cherchais un mari. Voilà. Donc déjà, ça vous motive par la suite et ça vous encourage à dire mais je vais y arriver sans mari. J'y arriverai toute seule. Ensuite, le premier poste, vous avez une grille, un descriptif de poste. Alors à l'époque, bien sûr, je vous parle, c'était en francs, donc le salaire était à 3 000 francs et le président qui m'a recruté, il m'a dit vous aurez 300 francs de moins parce que vous êtes une femme. Voilà. Ah, là oui, aussi, ça vous met en condition et vous vous dites mais j'y arriverai, là, toujours. Hein, on continue. Et puis, encore une dernière, par exemple, quand j'ai récupéré le poste de direction du département recherche et développement de la Société des vins de France, qui était un poste très intéressant et un très joli poste, j'ai des collègues amis masculins qui m'ont dit « tu as pris la place d'un homme ». Voilà. Donc ça aussi, ça motive largement et sans agressivité. Hein, c'est pas pour ça qu'on va développer de l'agressivité vis-à-vis des hommes, mais vous vous dites « bon, je suis obligée de réussir ». Hein, voilà. Pour rebondir un peu sur le mari, vous savez que moi, c'était il y a 2 ans, en fait, je faisais déguster nos vins de la Vivarelle à un salon de particuliers, donc j'avais vraiment pris le temps parce que la personne en question connaissait le vin, donc j'étais vraiment rentrée dans le détail au niveau du process de vinification, au niveau technique, au niveau température de fermentation, etc. Et au bout d'une demi-heure, à la fin de la dégustation, cet homme me dit « Et au fait, où est votre mari ?» Alors là, je me suis dit, alors je vois pas du tout le rapport. Il m'a fallu quand même un petit moment avant de réaliser ce qui est en train de m'arriver. Bon, je pense qu'il n'est pas resté très longtemps au stand après ça. Et du coup, Émilie, en tant que viticultrice, qu'en est-il ? Alors, moi, j'en ai plusieurs d'anecdotes. J'en ai une où c'est quand j'ai commencé mes études d'agriculture. En fait, moi, mon père, parce que moi, je suis d'une famille de viticulteurs, même de vignerons, en fait, lui, il a tout fait pour pas du tout que je fasse des études en agriculture. C'est même ma mère qui m'a poussée. Et lui, en fait, il ne m'a, même si j'ai beaucoup de respect pour mon père, quoi, il ne m'a strictement rien appris de A à Z, jamais apprendre un tracteur, ni les maladies de la vigne, ni quoi que ce soit. Donc moi, il a fallu que je me batte contre ma famille, contre mon père, pour faire mes études dans l'agriculture. Donc quand j'ai eu fini, après la licence, il m'a dit si tu pouvais trouver autre chose que venir travailler avec moi, ça serait bien. Voilà. Et ce qui fait que pendant presque 10 ans, je suis partie, et c'est pour ça que j'ai travaillé dans la distribution et après en tant que fournisseur. Et au bout de peu près un peu moins de 10 ans, je rencontre mon mari, maintenant actuel. Et il me dit, tiens, mais pourquoi Benjamin lui viendrait pas travailler avec moi parce que dans 3 ans, je m'en vais à la retraite. Et puis comme ça, il pourra prendre ma place. J'ai dit, c'est super sympa. Donc au début, c'est mon mari qui a commencé à qui a commencé à travailler avec lui sur l'exploitation. Et c'est quand lui, il est parti à la retraite que moi, je suis rentrée sur l'exploitation. Et quand il a pris la retraite, par contre, comme on pourrait l'imaginer, il est vraiment parti. Donc par contre, à partir de là, il nous a fait confiance, il a vu qu'on se débrouillait bien, puis il a vu pendant toutes ces années que j'avais bien conseillé les autres viticulteurs, et il s'est dit, c'est bon, au final, si elle gère, elle est capable d'y arriver. Mais c'est dommage que lui, il n'ait rien voulu m'apprendre de spécial. J'ai appris en rencontrant d'autres personnes dans le milieu, et tant mieux, parce que j'ai pu rencontrer d'autres. Peut-être si j'étais restée sur place, j'aurais appris que sa méthode à lui, que là, l'avantage, j'ai voyagé sur plusieurs secteurs. Donc c'est un bien pour un mal, mais voilà quoi. C'est vrai que l'idéal, ça aurait été d'avoir les deux en fait. Ouais, d'avoir cette transmission paternelle et aussi une expérience ailleurs pour découvrir des nouvelles techniques, etc. Ouais, complètement quoi. Et après, l'autre anecdote, c'est une fois, j'avais un fournisseur de matériel qui était au domaine, donc on le fait rentrer dans la maison, et là où il y a la cuisine.
Puis moi, je m'assois autour de la table avec mon mari, avec Benjamin, et puis il me regarde d'un air étrange en se demandant ce que je faisais autour de la table et pourquoi je n'étais pas à la cuisine en train de faire à manger pour les enfants, quoi. Et puis au fur et à mesure, en fait, j'ai joué de ça, parce que ça m'a beaucoup... Au début, ça m'a vexée, puis maintenant, j'en joue, et puis bon, maintenant, ils sont habitués, quoi. Ils ont compris que si je donnais pas mon accord sur le matériel et sur ce qu'on achetait, bah, c'était pas possible, ils pouvaient rien me vendre. Mais voilà, c'est vrai qu'au départ, ils se demandaient pourquoi j'étais autour de la table et pourquoi je parlais matériel avec eux, que je savais ce que c'était un intercept ou un tracteur, les chevaux, ou même les produits phytosanitaires, parce que sur l'exploitation, avec mon mari, on a chacun notre place. Et moi, par contre, tout ce qui est la partie technique, je gère davantage, et lui, le matériel, c'est un peu plus lui. Mais voilà, chacun, on est complémentaires, et ça, ils l'ont compris au fur et à mesure des années, mais au début, ils se demandaient un petit peu ce que je faisais là, quand même. Et du coup, est-ce que le fait de communiquer via votre chaîne YouTube, de parler du métier de viticultrice, est-ce que ça a été une motivation quand vous avez voulu créer cette chaîne de vidéos? C'était de mettre en lumière les femmes dans votre métier? Alors oui, bon, la chaîne au début, on l'a fait, c'était pour le grand public. Donc là, en fait, on fait une vidéo une fois par semaine et on montre ce qu'on fait sur l'exploitation. Alors au début, c'était pour montrer au grand public ce que c'était notre métier, parce qu'ils pensaient qu'on taillait et qu'on vendangeait et on était à la plage. Donc tous les gens qu'on rencontrait, ils étaient persuadés de ça. Donc on s'est dit, on va commencer à faire des vidéos. Et au début, je pensais filmer que Benjamin en train de travailler. Puis après, j'ai dit, bah non, c'est dommage, parce que moi aussi, je sais plein de choses. Donc on a fait les vidéos tous les deux. Et puis au final, ça marche super bien. Et même, il y a autant du grand public que des viticulteurs qui regardent nos vidéos. Et honnêtement, ça marche très bien. Et ils adorent le format du fait que ça soit un couple, que ça soit pas qu'un homme ou qu'une femme qui fasse des vidéos, quoi. Parce que je pense qu'on est capable d'arriver à travailler ensemble, quoi. Oui, donc si vous voulez jeter un œil, c'est la Vitibio d'Émilie et Benjamin sur Internet. Agnès, au niveau de la visibilité des femmes, on avait parlé d'actions de Vinify. Oui, je crois que je peux rajouter de l'huile sur le feu sur ce que vous avez dit. Les actions, les histoires sont suffisamment criantes. Heureusement, les choses évoluent. Oui, moi je trouve, autant je désespère de voir plus de femmes au niveau de la gouvernance des entreprises, des institutions, autant en termes de communication, je trouve que ce sont des très bonnes communicantes. Alors déjà, elles sont, c'est vrai, plus présentes sur les réseaux sociaux et autres, mais il y a une véritable savoir-faire là-dedans, et notamment, oui, les actions donc, que mènent les Vinify. Je les regarde, je les observe depuis quelques années, et je trouve intéressante justement cette démarche où on est plus dans une démarche de construction, plus dans une démarche, j'ai envie de dire, offensive que défensive. On n'est pas là justement pour pouvoir se mettre face à, on est là parce qu'on a plaisir, les femmes, d'être ensemble, de partager certaines valeurs, j'ai envie de dire, presque comme on peut avoir une association, hier je voyais Carignan Renaissance ou Terroir Schiste, de pouvoir avoir les Vinify, c'est un moment des partages de valeurs, d'envie commune, et de pouvoir partager, mettre en valeur, de pouvoir préserver, de pouvoir travailler sur l'entraide. Et je trouve ça dynamique, constructif, enthousiasmant. Du coup, je vais rebondir là-dessus, sur le troisième thème qui est: est-ce que la féminisation de la filière change le monde du vin? Peut-être rebondir avec vous, Agnès, au niveau d'approche, marketing, packaging, communication. Est-ce que les femmes amènent une diversité, donc une vision nouvelle? Les étiquettes roses, non. Sans parler des étiquettes girly. Voilà. Là, je fais un aparté. En effet, on ne va pas tomber dans des clichés là-dessus. Chacun, que ce soit d'ailleurs au niveau du marketing, au niveau, je crois, de la réalisation des vins, on a tous notre caractère et peu importe le genre. Après, on voit que comme l'homme est plus représenté dans les fonctions d'achat, comme l'homme est plus représenté dans les fonctions de direction d'entreprise, on va trouver aussi plus de femmes au niveau de la vente et au niveau de la communication. On va trouver aussi plus de femmes qui sont aussi acheteuses des produits elles-mêmes pour leur cellule familiale, que ce soit les produits en général ou que ce soit même encore sur le vin. On est entre 50 à 70% selon les études. Donc quelque part, il y a, je crois, une meilleure peut-être observation
l'univers concurrentiel dans lequel elles interviennent. Donc si peut-être aussi peut-être une meilleure mesure de la nécessité de raconter une histoire, de raconter quelque chose. Et pour le coup, voilà une belle qualité d'écoute et de pouvoir après retransmettre ces histoires-là. Donc il n'y a pas d'effet j'ai envie de dire physique sur les choix graphiques. Par contre, il y a de belles histoires qui sont racontées en effet par les femmes qui évoluent dans un univers plus concurrentiel, plus large. Oui, oui, peut-être qu'elles ont moins d'a priori. Et du coup, je vais rebondir avec vous, Marion. Peut-être que les femmes, en termes de communication, aident à désacraliser le vin, parlent peut-être avec des mots plus accessibles à tous. Oui, moi je suis assez... en tant qu'observatrice, j'ai pu constater que finalement les vigneronnes et les communicantes aussi adoptent plus facilement un discours de désacralisation du vin. Sur les 10 dernières années, on a vu l'émergence de blogs. Et les blogs les plus accessibles au grand public, les plus fun, les plus, plus décomplexés, ont souvent été créés et faits par des femmes. Donc, je pense à Sandrine, qui elle utilise un discours un peu, potache, on va dire. Je pense à Laetitia Lallemand aussi, qui a un discours très accessible. Voilà, donc on a je pense que les femmes ont réussi à sentir ce besoin d'accessibilité du vin qui est demandé par les consommateurs. Voilà. Ça, c'est ce que je constate. Et peut-être aussi au niveau de la construction de sites internet, elles sont peut-être plus propices à mettre en avant leur domaine via internet, via les réseaux sociaux, je pense. Les femmes aiment échanger et du coup elles sont naturellement plus actives sur les réseaux sociaux et elles vont avoir à cœur à transmettre des messages et s'échanger des informations, et donc ça on le constate, oui, sur la création de sites internet, mais aussi la création de comptes Twitter ou Facebook et Instagram aussi. Est-ce qu'il y a un lien entre cette cohésion féminine dans la filière vigne-vin? Est-ce qu'on pourrait parler de sororité? Aujourd'hui, la sororité, je pense qu'elle n'est pas encore en place. Néanmoins, donc je suis également membre de Women Do Wine. C'est vrai qu'on s'est réunis en juin dernier pour la première fois, et cette question a été au centre de nos réflexions, c'est-à-dire comment s'aider les unes les autres. Et notamment donc ça passe par la valorisation de l'image que l'on a sur les réseaux sociaux. Donc à la fois être présente soi-même sur les réseaux sociaux, savoir promouvoir son image, pas à vous craindre de je me mets en avant, c'est pas bien, etc. Si, on se met en avant, on fait ça, on le dit, on le montre. Et ensuite les copines, elles disent regardez, je la connais, je travaille avec elle, elle est super douée, etc. Donc ça, c'est une chaîne que les femmes peuvent mettre en place pour s'aider les unes les autres. C'est aussi le cas en entreprise où chacune ensemble, on peut s'aider à gravir les échelons. C'est-à-dire que je pense que jusqu'à présent, ou jusqu'à 5-6 ans, il y a 6-7 ans, on était encore dans un système en entreprise où la femme était un petit peu seule face à son avenir professionnel. Les hommes s'entraident et pour gravir les échelons, ils s'épaulent, ils se donnent, voilà. Les femmes, elles doivent mordre, elles doivent s'engager pour réussir à obtenir une place, et du coup, elles se renferment, elles ne vont pas penser à aider les copines. Et c'est là aussi où on a un travail à faire nous-mêmes, entre nous, pour penser que les collègues existent et que si on gagne une place, on va aussi penser aux autres et aider les autres à progresser. Voilà. Bon, c'est vrai que j'ai souvent entendu de la part d'amis
tu as de la chance en fait de travailler dans un milieu d'hommes, parce qu'alors moi je travaille qu'avec des femmes et c'est les femmes entre elles, c'est l'horreur. Donc ça, ce sont à nouveau des clichés. Moi je pense que c'est pas du tout la réalité. Ce sont vraiment des clichés. Tant qu'on est dans les clichés, Guylaine, je voulais vous demander, est-ce que la féminisation du métier d'œnologue a une incidence sur le profil sensoriel des vins? Une grande question. C'est une... je l'ai apporté, j'aurais bien voulu le projeter si ça avait été possible. Le profil sensoriel des vins et la féminisation, c'est quelque chose déjà qui était dans on va dire, dans l'idée des hommes depuis très longtemps, puisque en 70, l'INAO avait sorti un schéma magnifique qui était un schéma avec l'alcool, le sucre, et l'acidité, les tanins, qui représentait un triangle. Et au fur et à mesure qu'une des saveurs était plus ou moins importante, on avait un axe qui définissait des vins masculins et des vins féminins. Donc ce schéma a été utilisé pendant très longtemps et toujours avec cet axe vin féminin, vin masculin. Alors peut-être que ça répondait à une époque à une consommation préférentielle de certains vins par les femmes. C'est possible, elles préféraient peut-être des vins un peu plus sucrés, du moins c'est ce qu'on nous a toujours dit. Et cette consommation a évolué. Et les femmes se sont beaucoup adaptées et ont apprécient beaucoup tous les types de vins. On ne peut pas dire à l'heure actuelle qu'il y a un vin qui va plus spécialement plaire à une femme plutôt qu'à un homme. Hein. C'est très répandu maintenant de voir des vins rouges très tanniques qui peuvent plaire à une femme. Donc déjà, de ce côté-là, qualifier un vin de féminin ou de masculin, c'est un petit peu obsolète. La deuxième chose, c'est que pour avoir fait du conseil, et notamment auprès de beaucoup de vigneronnes, j'ai l'impression qu'une vigneronne va aller chercher dans le vin beaucoup plus de choses qu'un vigneron ou qu'un élaborateur. Elle ira chercher un vin qui sera plus ouvert, qui donnera toute sa personnalité, alors qu'un homme peut-être passera à côté de certaines nuances. Voilà. Il me semble que c'est à ce niveau-là qu'on peut trouver une différence. Les étudiants à la fac en DNO me disaient « Madame, est-ce que c'est vrai que les filles dégustent mieux que les hommes ou les hommes dégustent mieux que les filles ?» C'était une question récurrente aussi chaque fois. Et en fait, en termes de dégustation sur des tests, je veux dire, c'est équivalent. Hein. Il n'y a pas une prédominance féminine en termes de dégustation par rapport aux hommes, même si on l'entend dire. Hein. Voilà. Oui, c'est vrai. En fait, moi on m'a aussi posé la question. Alors, a priori, les femmes amenées détectent un peu plus d'arômes, il y a une finesse. Moi, je pense que l'aptitude à la dégustation, elle est liée à sa personne, en fait. C'est pas lié au chromosome X ou Y. C'est vraiment lié à une personne et c'est aussi lié à son passé olfactif, à son apprentissage. C'est vrai que si on déguste avec une femme qui fait la cuisine et qui utilise beaucoup d'épices, elle va plus ressentir les épices dans le vin. Voilà, si un homme a plus l'habitude de se balader en campagne, il sentira peut-être plus les jolies odeurs de genêt. Voilà, c'est vraiment lié à notre expérience du quotidien, à notre passé et pas du tout à notre sexe. Il y a peut-être une attention plus grande, je vais dire, des femmes à l'expression olfactive. Voilà, elles sont peut-être un petit peu plus attentives qu'un homme. C'est vrai aussi que moi, en tant que vigneronne, on m'a souvent dit j'aime votre vin, on sent vraiment que c'est un vin de femme. Hein. Alors là, déjà, le vin, moi je ne le fais pas toute seule, puisqu'on travaille en équipe, donc une équipe d'hommes et de femmes. Et c'est vraiment ce qu'on veut exprimer, en fait. Nous, dans notre domaine, on aime avoir des tanins soyeux, très enrobés, on aime travailler sur l'élégance, mais ça n'a rien à voir avec le fait que je sois une femme. Parce que c'est avant tout un travail d'équipe. Émilie,
Donc on est aujourd'hui au Cité-Vie, donc vraiment le salon technique du matériel de la filière vigne et vin. Donc votre expérience en tant que viticultrice, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le matériel est adapté aux femmes? Est-ce que les femmes peuvent tout faire toutes seules? Non. Si on y arrive, mais on galère effectivement, ou sinon on va chercher une technique qui va nous aider pour arriver à le faire. Par exemple, effectivement, les tracteurs ils sont de plus en plus perfectionnés pour pouvoir atteler du matériel facilement, mais ça ils l'ont pas adapté pour les femmes, ils l'ont adapté pour le confort des utilisateurs en général, les hommes et les femmes complets. Mais c'est vrai qu'on voit là, hier j'ai fait le tour du salon dans les coulisses, effectivement ils ont fait beaucoup d'innovations. Après, dire que c'est pour les femmes, non, moi je pense que c'est vraiment pour le confort de l'utilisateur, les tracteurs plus confortables, les outils un peu plus faciles à atteler. Bon, après, c'est toujours difficile, on se coince toujours un petit peu les doigts. Voilà, il faut quand même avoir de la force pour mettre les prises de force sur les tracteurs. Voilà, après, moi c'est vrai que souvent ça arrive qu'on attelle à deux, parce que toute seule, il y a certaines choses, j'y arrive pas, quoi. Donc selon vous, les constructeurs de matériel réfléchissent en termes de faciliter le travail, mais ne prennent pas forcément en compte la féminisation de la filière. Non, parce que peut-être on n'est pas encore suffisamment nombreuses pour qu'ils se penchent en disant on va faire certaines choses pour les aider à elles, tout simplement, quoi. Donc c'est vrai que les hommes sont beaucoup plus nombreux que nous, donc forcément ils vont pas passer du temps à se dire spécifiquement on va pouvoir le détailler pour que les femmes qui ont un peu moins de force puissent arriver à le faire, quoi. Ok, bon, y a du progrès à faire alors en termes de matériel. En termes de vinification, peut-être, Guylaine, moi je pense qu'à la cave c'est peut-être un petit peu plus facile en tant que femme d'arriver à... Oui, alors il y a eu effectivement des améliorations, ne serait-ce que sur les techniques de nettoyage, mais il y a encore des points qui restent très, très délicats. L'automatisation en général du matériel fait que c'est plus adapté à l'utilisation féminine. Mais il y a des travaux tels que, oui, comme on dit, les décuvages ou les caisses de raisin qu'il faut vider sur le tapis roulant quand on veut faire de la macération carbonique ou autre. Ça reste des tâches qui sont lourdes et difficiles à exécuter par une femme, hein, tout simplement. Donc l'autre jour, je plaisantais, je disais, bon, il faut avoir un stagiaire pour faire ça. Mais c'est pas dans l'esprit encore des constructeurs d'adapter le matériel. Alors, est-ce qu'il y a des constructeurs dans le public ou est-ce que vous avez envie de partager vos expériences ? Bonjour, moi je suis Juliette Manson, je travaille pour le constructeur Pellinck. Je suis ancienne viticultrice. Effectivement, c'est dans l'ADN de Pellinck depuis maintenant plus de 45 ans d'essayer de réduire la pénibilité du travail pour les vignerons et les viticulteurs en général, donc essayer de faciliter tout ça. Je rejoins un petit peu Émilie, mais parfois, des fois même les hommes ont besoin d'être deux pour atteler des machines. Et c'est pas plus facile pour eux et aussi ça abîme les doigts. D'ailleurs, ils portent très rarement des alliances. Donc ça a toujours été dans l'idée de, en tout cas pour les petits outils comme pour la taille ou l'attachage, on sait que plus de 50% de l'attachage se fait par des femmes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les outils qui sont mis au point par Pellinck sont de plus en plus légers, de plus en plus ergonomiques, avec des poignées qui sont vraiment même agréables à tenir, avec des batteries embarquées. On n'a plus tout ce poids. Moi-même, j'ai commencé à tailler avec un P2000 et je me souviens que c'était très dur à la taille. Et après, on a eu l'évolution avec le harnais. C'est vrai que tout ça permet aujourd'hui... alors ça n'a peut-être pas été fait dans l'optique des femmes, mais en tout cas pour des petits gabarits. Et en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, ça permet de valoriser leur travail, puisque avant, on se contentait de pré-tailler. Et peut-être aujourd'hui, avec ces outils-là, on taille. Alors qu'avant, on tirait les bois derrière souvent son mari. Et ça a vraiment fait évoluer, je pense, en tout cas la filière.
Voilà, je pense que c'est intéressant. Il y a une sommelière, cette année, le guide Goemilio, la sommelière de l'année est une sommelière qui est Laura Vidal, une Canadienne. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup d'amis vignerons autour de moi, et les femmes, leurs femmes sont maintenant prises en compte comme des vigneronnes et plus des femmes de viticulteurs ou de vignerons. Donc je pense qu'elles ont un vrai rôle à jouer et leurs maris en sont conscients. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir ou partager une expérience ou une anecdote croustillante comme on en a eu? Non? Vous êtes timide? Donc moi je voulais vous remercier, remercier les intervenantes pour la qualité de leurs échanges. C'était vraiment super. Vous remercier à vous d'être venus. C'était pas forcément un sujet facile parce qu'on est dans un salon de la technique. Et donc parler de société en fait des femmes dans la filière vigne et vin, c'était peut-être un peu moins dans la thématique. Donc je vous remercie d'être là. Alors oui, les femmes sont tendance dans la filière vigne et vin. Il y a en effet une féminisation de la filière. Cependant, je voudrais faire une analogie avec la dégustation d'un vin. En fait, quand on déguste un vin, pour un vin de qualité, en bouche, il a un bel équilibre entre les tannins, l'acidité, la concentration, le gras. Voilà, un vin de qualité, c'est quand il n'y a pas une sensation qui en domine une autre et quand, quand toutes les sensations se respectent et créent une harmonie en bouche. Et c'est cet équilibre qui va faire que le vin va être bon, qui va pouvoir s'exprimer et qu'on va prendre du plaisir à le partager. Voilà, donc je pense que c'est aussi valable avec la diversité de la filière vigne et vin et la place des femmes. Merci à toutes et tous.